Les notes profondes de l'orgue résonnaient dans l'église de la Madeleine alors que je me tenais devant l'autel. Mes mains tremblant contre la soie ivoire de ma robe de mariée. 200 visages me fixaient. Amis. Famille. Collègues. Tous attendant le moment où je deviendrais Madame Antoine de Valois. Le soleil de fin de matinée filtrait à travers les immenses vitraux, projetant des ombres aux couleurs de l'arc-en-ciel sur le sol en marbre. Mais mon cœur ne battait pas la chamade de joie. Il martelait une terrible et écrasante certitude qui menaçait de me fendre en deux. Depuis combien de temps me mentait-il ? Derrière la mer de visages impatients, je pouvais voir ma mère au premier rang. Sa robe émeraude était parfaitement assortie aux arrangements floraux qu'elle avait elle-même choisis. Son sourire était radieux. Elle ressemblait à l'image même de la fierté maternelle. 24 heures plus tôt, j'aurais cru à ce sourire. 24 heures plus tôt, je vivais encore dans un monde où les mères protégeaient leurs filles et où l'amour signifiait quelque chose de sacré. Antoine serra ma main. Ses yeux bleus, de la couleur d'un ciel d'été, étaient emplis de ce que j'avais autrefois cru être de la dévotion. Prête pour ça, Chloé ? Murmura-t-il. Sa voix portant cette confiance familière qui m'avait d'abord attirée vers lui il y a 3 ans. Je plongeai mon regard dans son visage. Cette mâchoire nette que j'avais caressée de mes doigts 1000 fois. Cette bouche qui m'avait promis l'éternité. Et je sentis mon monde se cristalliser en une clarté parfaite et terrible. Oh ! Je suis prête ? Chuchotai-je en retour. Ma voix stable malgré le séisme qui secouait ma poitrine. Plus prête que tu ne l'imagines. 3 mois plus tôt, j'étais heureuse. D'un bonheur béat et insensé. Je m'appelle Chloé Lambert. Et à 28 ans, je croyais avoir tout compris. J'étais la fille dont mes parents avaient toujours rêvé. Diplômée de Sciences Po avec les félicitations du jury. Éditrice senior chez Gallimard. Et je venais de me fiancer à Antoine de Valois. Le golden boy de notre milieu. Nos fiançailles avaient été un conte de fées. Antoine, 31 ans et d'une beauté dévastatrice, était le fils de Jean-Jacques de Valois, un célèbre avocat d'affaires, et de la philanthrope Isabelle de Valois. Il travaillait lui-même comme avocat dans l'un des plus prestigieux cabinets de la place Vendôme, conduisait une BMW noire rutilante, et m'avait demandé en mariage à l'Opéra Garnier, pendant l'entr'acte du Lac des Cygnes, mon ballet préféré. Il s'était agenouillé là, dans le grand foyer, les lustres en cristal scintillant au-dessus de nous comme un feu d'artifice gelé. Toute la salle avait éclaté en applaudissements alors que je disais oui. Les larmes aux yeux. Vous allez avoir une vie tellement belle ensemble. S'était exclamée ma mère. Diane. Plus tard ce soir-là, en admirant la bague en diamant de 2 carats qui captait la lumière comme une étoile prisonnière. Nous étions assis dans le somptueux appartement haussmannien de mes parents à Neuilly-sur-Seine, célébrant au champagne. L'appartement, toujours impeccable, semblait briller d'une chaleur particulière ce soir-là. Les de Valois sont une famille si importante, continua-t-elle, les yeux brillants. Tu as bien réussi, ma chérie. J'aurais dû remarquer la façon dont elle l'avait dit. Pas. Tu seras si heureuse. Ou. Il est parfait pour toi. Mais. Tu as bien réussi. Comme si j'avais conclu une transaction plutôt que trouvé mon âme sœur. Mais j'étais trop perdue dans les bulles de champagne et le poids du diamant à mon doigt pour le remarquer. Mon père, Frédéric Lambert, un professeur de philosophie respecté à la Sorbonne, avait été plus réservé mais tout aussi satisfait. Il avait bâti sa réputation sur des valeurs intellectuelles et une morale rigoureuse. Voir sa fille unique épouser un membre d'une famille aussi respectée était comme une bénédiction pour tout ce qu'il avait enseigné pendant 30 ans. C'était un homme bon. Mon père. Un homme calme.
dont l'amour était une présence constante et rassurante dans ma vie. Comme la chaleur d'un foyer. Antoine est un homme bien, avait dit papa, me serrant dans l'une de ces étreintes chaleureuses et enveloppantes après le départ de nos invités. L'odeur familière de livres anciens et de thé à la menthe s'accrochait à son pull. Je vois à quel point il t'aime, Chloé. Et plus important encore, je vois à quel point tu l'aimes. Le mot amour. Le mot qui, plus tard, aurait le goût du poison sur ma langue. L'organisation du mariage avait consumé les 2 mois suivants. Ma mère s'y était jetée corps et âme avec une intensité qui me touchait et m'épuisait à la fois. Elle insistait pour s'occuper de chaque détail, les fleurs, le traiteur, la musique, même mes rendez-vous pour les essayages de la robe. C'est le rêve de toute mère ? Disait-elle en feuilletant les pages glacées des magazines de mariage et en passant d'interminables coups de fil. Elle était dans son élément, planifiant le mariage parfait de sa fille. J'étais reconnaissante pour son implication, même lorsqu'elle passait outre mes préférences d'une main douce mais ferme. Quand j'ai suggéré des fleurs des champs pour les bouquets, quelque chose de sauvage et de naturel. Comme moi, elle a insisté sur les roses blanches et les pivoines classiques. C'est plus élégant, ma chérie. Plus intemporel. Quand j'ai dit que je voulais un simple quatuor à cordes, elle a réservé un orchestre complet. C'est la Madeleine ? Chloé. Cela exige quelque chose de grandiose. Quand j'ai mentionné que je voulais écrire mes propres vœux, elle m'a convaincue que les vœux traditionnels étaient plus significatifs, plus sacrés. Ils ont été prononcés par des millions de couples depuis des siècles. Il y a une puissance dans cette tradition. Tu ne trouves pas ? Fais-moi confiance. Ma chérie, disait-elle avec ce sourire radieux dont j'avais hérité. Maman sait ce qui est le mieux. Et moi ? Étant la bonne fille que j'avais toujours été, je lui ai fait confiance. Je l'ai laissé façonner mon mariage selon sa vision de la perfection, croyant que c'était un acte d'amour. Antoine semblait amusé par nos dynamiques familiales. Il passait souvent à l'improviste chez mes parents, charmant mon père avec des anecdotes de son cabinet et complimentant la cuisine de ma mère avec une sincérité qui la faisait rougir. Lui et ma mère, Diane, passaient de longues minutes ensemble dans la cuisine pendant que je terminais des appels professionnels ou que je corrigeais des manuscrits dans le bureau. Leur rire flottait dans notre appartement comme une musique. C'était un son agréable et harmonieux que je prenais pour du bonheur. Ta mère est remarquable, m'a-t-il dit un soir alors que nous nous promenions dans le jardin du Luxembourg, là où il m'avait demandé pour la première fois d'être sa petite amie. Les lumières de la ville scintillaient en contrebas. Un tapis de diamants. Elle est si dévouée à s'assurer que tout soit parfait pour nous. Elle a toujours été comme ça, ai-je répondu en serrant sa main. L'air frais de la nuit était vivifiant sur ma peau. Quand j'étais petite, elle passait des semaines à préparer mes fêtes d'anniversaire. Chaque détail devait être impeccable. Et il l'était toujours. J'en suis sûre, dit-il. Il s'arrêta de marcher et se tourna vers moi. Ses mains encadrèrent mon visage, ses pouces caressant doucement mes joues. Son contact était électrique. Tout comme toi. Tu es parfaite. J'aurais dû me demander pourquoi il passait tant de temps à parler de ma mère. J'aurais dû m'interroger sur la façon dont ses yeux s'attardaient sur elle quand elle riait. Ou sur le fait qu'il semblait toujours savoir exactement quel type de vin apporter pour la ravir. Il apportait une bouteille spécifique de Sancerre. Et elle applaudissait. Oh! Antoine! Comment saviez-vous que c'est mon préféré absolu? Je pensais simplement qu'il était exceptionnellement attentionné. Un futur gendre prévenant. J'étais si amoureuse. Et l'amour? Je commençais à l'apprendre. Nous rend spectaculairement aveugles. Il drape le monde d'un voile magnifique, cachant toutes les aspérités laides et coupantes.
La première fissure dans mon monde parfait est apparue 3 semaines avant le mariage. C'était un mercredi soir. Et j'étais passée chez mes parents après le travail pour finaliser le plan de table. J'avais les bras chargés de cartons de réponse et mon sac d'ordinateur pesait lourd sur mon épaule. L'appartement était inhabituellement silencieux quand je suis entrée. Maman? Papa? Ai-je appelé? Posant mes affaires dans l'entrée. La grande horloge du couloir battait avec un rythme lent et délibéré. Dans la cuisine? Ma chérie. Répondit la voix de ma mère. Mais il y avait quelque chose de différent. Une voix haletante? Presque troublée. Je la trouvai debout devant l'évier. Le dos tourné. Lavant une vaisselle qui paraissait suspectement propre. Ses cheveux bruns, habituellement coiffés en un chignon parfait, étaient légèrement en désordre. Et quand elle se retourna, ses joues étaient d'un rose profond. Son aplomb habituel avait disparu, remplacé par une énergie fébrile. Oh! Chloé! Ma puce! Je ne t'attendais pas si tôt. Il est 18h30? Dis-je en regardant ma montre. La même heure que d'habitude le mercredi. Bien sûr. Bien sûr. Dit-elle en s'essuyant les mains sur un torchon, évitant soigneusement mon regard. Ton père est à une réunion du conseil de la faculté. Il ne rentrera pas avant un moment. Quelque chose n'allait pas. Mais je ne pouvais pas mettre le doigt dessus. La cuisine sentait différemment. Pas l'odeur habituelle des bougies à la vanille et à la cannelle de ma mère, mais autre chose. Quelque chose de masculin et de chair. Une eau de Cologne que je ne reconnaissais pas. Mais elle était vive et hespéridée. Comme quelque chose qu'Antoine porterait. Il y avait quelqu'un? Demandai-je en m'installant à l'îlot de cuisine avec les cartons de réponse. Je commençais à les trier en pile oui et non. Quoi? Oh. Non. Juste moi. Dit-elle rapidement, se retournant vers l'évier et commençant à frotter une assiette déjà étincelante. J'ai failli laisser tomber. J'ai failli rejeter ce sentiment étrange comme étant mon propre trac d'avant-mariage. Mais c'est alors que j'ai remarqué quelque chose sur le comptoir en granit. À côté de la machine à café. Une seule tasse à café de notre service de porcelaine. Celui que nous n'utilisions que pour les invités spéciaux. Elle était encore chaude au toucher. Maman. À qui est cette tasse? Ses épaules se tendirent. J'ai vu les muscles de son dos se contracter sous son chemisier de soie. À moi. Bien sûr. Tu ne bois que du thé le soir? Ai-je déclaré. C'était un fait connu. Une blague familiale. Ma mère croyait que le café après 15 heures était un péché capital. J'étais fatiguée. Balbutia-t-elle. J'avais besoin de la caféine. Le mensonge flottait entre nous comme un fil électrique. Ma mère n'avait jamais été une bonne menteuse. Ses tics étaient aussi familiers pour moi que mon propre rythme cardiaque, la façon dont elle évitait le contact visuel. Le léger tremblement dans sa voix. Le besoin compulsif d'occuper ses mains avec une tâche. Comme laver de la vaisselle déjà propre. Mais je l'aimais. Et je lui faisais confiance. Alors, j'ai choisi de la croire. Il était plus facile de croire aux mensonges que d'affronter la vérité troublante qui tentait de faire surface. D'accord, dis-je simplement, reportant mon attention sur les cartons. Voyons où nous allons placer l'oncle Robert pour qu'il ne se dispute pas avec tante Carole sur la politique. La soirée s'est déroulée normalement après cela. Mais quelque chose avait changé. L'air était épais de mots non dits. J'ai surpris ma mère à regarder constamment son téléphone. Ses doigts tapotant nerveusement contre le comptoir. Quand Antoine m'a envoyé un texto vers 20h pour dire qu'il travaillait tard et qu'il me verrait demain, j'ai remarqué la façon dont tout son corps semblait se détendre.
La tension a visiblement quitté ses épaules. Et elle s'est enfin assise avec moi à table. Son sourire revenant. Bien qu'il n'atteignît pas tout à fait ses yeux. L'appartement semblait de nouveau calme. Mais ce n'était plus un calme paisible. C'était le calme d'une respiration retenue. La deuxième fissure est apparue une semaine plus tard. Antoine avait été distant depuis ce mercredi. Prétextant que le travail le submergeait alors qu'il finalisait une grosse fusion. Nos dîners habituels du jeudi soir? Un rituel que nous honorions depuis notre deuxième rendez-vous? Avait été annulé 2 fois. Il avait également manqué notre rendez-vous de dégustation de gâteaux chez le pâtissier. Envoyant un texto pressé rempli d'excuses et de jargon juridique que je ne comprenais pas. J'essayais d'être compréhensive. Je savais que son travail était exigeant et que la pression sur lui était immense. Surtout à l'approche du mariage. Mais un petit nœud froid d'inquiétude se serrait dans mon estomac. Ce soir-là, j'ai décidé de le surprendre. Je lui apporterais son plat libanais préféré et nous pourrions passer une soirée tranquille. Loin du stress du mariage et des échéances professionnelles. J'ai appelé son bureau à 7 heures. Mais sa secrétaire, une femme aimable nommée Martine, m'a dit qu'il était parti tôt. Vers 4 heures. Il a dit qu'il ne se sentait pas bien. A-t-elle expliqué. Mon malaise s'est transformé en véritable inquiétude. J'ai conduit jusqu'à son appartement dans le Marais. Un immeuble élégant avec un concierge qui me connaissait par mon nom. Bonsoir. Mademoiselle Lambert, dit Charles avec un signe de tête amical en m'ouvrant la porte. Bonsoir. Charles. Antoine est à la maison? Sa voiture est au garage. Il est rentré il y a quelques heures? A-t-il confirmé? La montée en ascenseur jusqu'au 5e étage m'a semblé une éternité. Le bourdonnement silencieux de la machine semblait amplifier les battements frénétiques de mon cœur. J'ai frappé à sa porte. Un lourd panneau en chêne qui me donnait toujours l'impression d'entrer dans une forteresse. Pas de réponse. J'ai frappé à nouveau. Plus fort cette fois. Antoine? C'est moi. Silence. J'ai utilisé ma clé. La serrure a cliqué avec un bruit anormalement fort dans le couloir silencieux. Antoine? Tu vas bien? L'appartement était sombre. La seule lumière venait des grandes fenêtres, qui offraient un panorama scintillant sur les lumières de Paris. Sa voiture était au garage, mais l'espace semblait vide, anormalement calme. J'ai appelé son nom à nouveau, ma voix semblant petite dans le vaste salon. Nous avions déjà commencé à planifier comment nous allions redécorer après notre lune de miel, choisissant des nuanciers de peinture et nous disputant gentiment sur les meubles. Maintenant, l'endroit me semblait étranger. Mes yeux s'habituèrent à la pénombre, et je vis un verre de vin sur la table basse. Un seul. Mais ce n'était pas son verre à whisky habituel. C'était un verre à pied délicat. Et il y avait une tache de rouge à lèvres sur le bord. Une teinte prune. Profonde. Une teinte que je ne reconnaissais pas. Une teinte que je ne portais jamais. Je préférais les roses doux et les nudes. Ma mère, cependant, aimait les couleurs audacieuses et sombres. La pensée a traversé mon esprit et a été tout aussi vite rejetée. C'était trop monstrueux à envisager. Ce devait être une collègue? Me suis-je dit. Une amie. Antoine? Je me dirigeai vers sa chambre. La porte était fermée. J'ai essayé la poignée. Elle était verrouillée. C'était étrange. Il ne fermait jamais sa chambre à clé. Pas avec moi. Je suis là. Sa voix traversa le bois. Étouffée et bizarre. Elle manquait de sa résonance habituelle. Je ne me sens pas bien. Chloé. Une intoxication alimentaire? Je crois.
Le soulagement m'envahit. Si puissant qu'il faillit me donner le vertige. Bien sûr. Il était malade. Cela expliquait tout. Oh. Mon chéri. Laisse-moi entrer. Laisse-moi prendre soin de toi. Non. Non. Dit-il. La voix tendue. C'est grave. Je ne veux pas que tu attrapes quelque chose. C'est vraiment contagieux. Une intoxication alimentaire contagieuse? Je n'étais pas médecin. Mais ça ne sonnait pas juste. Pourtant, je n'ai pas insisté. Tu es sûr? Je peux t'apporter du Perrier? Des crackers. Ça va aller. J'ai juste besoin de dormir. Je t'appellerai demain. D'accord? Je suis restée là un long moment. À regarder cette porte verrouillée. Une barrière de bois massif entre nous. En 3 ans, Antoine n'avait jamais refusé que je l'aide quand il était malade. C'était le genre d'homme qui voulait être dorloté pour le moindre mal de tête. Il aimait l'attention. Les soins. Mais encore une fois, j'ai choisi la confiance plutôt que la suspicion. J'ai chassé l'image du verre de vin de mon esprit. J'ai fabriqué une histoire où une collègue était passée pour lui donner des dossiers, avait bu un verre de vin et était partie. C'était un récit fragile. Mais c'était mieux que l'alternative. D'accord, dis-je à la porte. Soigne-toi bien. Je t'aime. Je t'aime aussi. Les mots sont arrivés. Mais avec un temps de retard. Ils sonnaient comme un écho. Un devoir plutôt qu'une déclaration. J'ai laissé la nourriture libanaise sur son comptoir de cuisine avec un mot et je suis sortie. Le clic de la serrure derrière moi sonnant comme une fermeture finale et définitive. En retraversant le hall impeccable, Charles le concierge m'a jeté un regard compatissant. Tout va bien. Mademoiselle Lambert? Il ne se sent pas bien. C'est tout. Dis-je en forçant un sourire. Il hocha la tête. Mais ses yeux contenaient une lueur de quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. De la pitié? Peut-être. C'était un regard que je finirais par trop bien comprendre. La vérité. J'ai appris. À une façon de se révéler. Ce n'est pas toujours une explosion soudaine. Parfois. C'est comme de l'eau qui s'infiltre dans les fondations d'une maison. Un processus lent. Silencieux et implacable. Vous pouvez ignorer les taches d'humidité sur les murs pendant un certain temps. Vous pouvez repeindre les fissures. Mais finalement, toute la structure devient instable. Finalement, la maison s'effondre. Ma maison s'est effondrée 2 jours avant mon mariage. J'étais au bureau, essayant de me concentrer sur un manuscrit sur la poésie médiévale. Mais les mots se brouillaient. Mon esprit était un enchevêtrement de plans de table, d'arrangements floraux et d'une anxiété persistante et de bas grade que je ne pouvais pas secouer. Mon téléphone a sonné. Et le numéro de ma mère s'est affiché. Sa photo, prise à Noël dernier, me souriait. Chloé. Ma chérie. J'ai besoin d'un service. Dit-elle. Sa voix vive et joyeuse. Bien sûr. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien ne va mal. C'est juste que j'ai laissé certains des livrets de messe dans ma voiture. Et j'ai un long déjeuner avec Madame Chenu du comité des fleurs. Tu sais comme elle aime parler. Pourrais-tu passer par la maison et les prendre pour moi? Ils sont dans ma Mercedes. Dans une enveloppe Kraft sur le siège passager. Je dois les déposer à l'église plus tard. Bien sûr. Pas de problème. Dis-je. C'était sur mon chemin de toute façon. Une simple course. Le trajet jusqu'à la maison de mes parents a pris 20 minutes dans le trafic parisien.
J'ai utilisé ma clé pour passer le portail et je me suis garé derrière la Mercedes argentée de ma mère. Le quartier de Neuilly était calme, baignant dans la lumière dorée de la fin d'après-midi. J'ai ouvert la portière passager de sa voiture. L'odeur de son parfum signature au gardénia m'assaillant immédiatement. J'ai vu l'enveloppe Kraft tout de suite, comme elle l'avait dit. Mais alors que je tendais la main pour la prendre, autre chose a attiré mon attention. Un petit carnet en cuir noir avait glissé entre le siège passager et la console centrale. Je n'y aurais pas prêté attention, si ce n'est que mon nom était écrit sur la couverture de l'écriture élégante et familière de ma mère, Chloé. La curiosité, une piqûre froide et insistante, me traversa. Pourquoi aurait-elle un carnet avec mon nom dessus? Peut-être une liste de choses à faire pour le mariage ou des pensées pour un discours de mère de la mariée. Je l'ai sorti. C'était un carnet Moleskine, du genre que j'utilisais pour mes propres écrits. Mes mains tremblaient en l'ouvrant. La première page était datée de 3 mois. Juste après l'annonce de mes fiançailles. Antoine de Valois est tout ce que j'aurais dû épouser. Beau. Réussi. De la bonne famille. Au lieu de cela, je me suis contentée de Frédéric et de sa chaire d'université. D'une vie de coloc et de dignité tranquille. Mais peut-être n'est-il pas trop tard. Peut-être que je mérite quelque chose de beau pour une fois. Le carnet a glissé de mes doigts, tombant sur le tapis de sol moelleux avec un bruit sourd. Je suis restée assise sur le siège conducteur de la voiture de ma mère, la portière toujours ouverte, fixant son écriture alors que le monde basculait. Le tic-tac de l'horloge de la voiture était assourdissant dans le silence soudain. L'air est devenu épais, difficile à respirer. Une voiture est passée dans la rue, et un chien a aboyé quelque part au loin. La vie normale se déroulait tout autour de moi, tandis que mon monde entier s'effondrait en poussière. Avec des mains tremblantes, j'ai ramassé le carnet et je me suis forcée à continuer à lire. Il me regarde comme Frédéric le faisait autrefois, avant que les années et la routine ne l'usent. Quand Antoine complimente ma robe ou ma cuisine, je me souviens de ce que c'était d'être désirée. D'être vue non seulement comme une épouse ou une mère, mais comme une femme. Aujourd'hui, il est resté après le départ de Chloé pour le travail. Nous avons parlé pendant des heures de littérature et de voyage. Il a dit que j'étais gâchée dans cette vie de province intellectuelle. Il a raison. Je sais que c'est mal. Je sais ce que cela ferait à Chloé si elle le découvrait. Ma douce, ma confiante petite fille. Mais quand est-ce que quelqu'un m'a choisi pour la dernière fois? Vraiment choisi? Pas par devoir ou par convention? Mais par pur désir? Page après page? Entrée après entrée. L'écriture soignée et bouclée de ma mère documentant la séduction lente et délibérée de mon fiancé. Il m'a embrassée aujourd'hui. Dans la cuisine. Juste après que Chloé soit partie pour son club de lecture. Que Dieu me pardonne. Je l'ai embrassée en retour. C'était comme rentrer à la maison dans un endroit où je n'avais jamais été auparavant. Nous avons fait l'amour dans son appartement pendant que Chloé était à son enterrement de vie de jeune fille. Il a dit que j'étais plus passionnée que n'importe quelle femme qu'il ait jamais connue. Je me suis sentie vivante à nouveau. Jeune à nouveau. Antoine dit qu'après le mariage, nous trouverons un moyen d'être ensemble. Il dit qu'épouser Chloé est juste ce qu'on attend de lui. Ce que sa famille veut. Un arrangement d'affaires? A-t-il appelé ça? Mais il dit que son cœur m'appartient maintenant. La dernière entrée était datée d'hier. Demain soir? La veille du mariage? Il viendra pendant que Frédéric sera à sa réunion du cercle de philosophie. Notre dernier moment ensemble avant que Chloé ne devienne sa femme. Après cela, nous devrons être plus prudents. Mais nous sommes allés trop loin pour nous arrêter maintenant. C'est ma chance.
Ma dernière chance de bonheur. J'ai fermé le carnet. Je suis restée assise dans une immobilité parfaite et horrifiante. La question qui avait été un murmure au fond de mon esprit pendant des semaines résonnait maintenant comme un cri dans la voiture silencieuse. Depuis combien de temps? Depuis combien de temps se moquait-il de moi dans mon dos? Chaque regard partagé que j'avais mal interprété. Chaque blague privée à laquelle je n'étais pas partie prenante. Chaque compliment qu'Antoine avait fait à ma mère, tout se rejouait dans mon esprit. Maintenant éclairé d'une nouvelle lumière écœurante. J'ai pensé à mon père, qui prévoyait de me conduire à l'hôtel demain. Si fier et si inconscient que sa femme couchait avec le marié. J'ai pensé à la robe de mariée que ma mère avait si soigneusement choisie pour moi. Aux vœux traditionnels sur lesquels elle avait insisté. Tout cela faisait partie du décor. J'étais un accessoire dans leur pièce sordide. C'est alors que les larmes sont enfin venues. Des larmes chaudes et furieuses qui avaient le goût du sel et de la trahison. Je n'ai pas sangloté ni crié. J'ai pleuré en silence. Les larmes coulant en ruisseaux sombres sur mes joues. Maculant le maquillage que j'avais si soigneusement appliqué ce matin. J'ai pleuré jusqu'à ce que ma poitrine me fasse mal et que ma gorge soit à vif. J'ai pleuré jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien en moi qu'une clarté froide et cristalline. Ils s'étaient choisis l'un l'autre. Au détriment de moi. Maintenant, j'allais me choisir moi. Au détriment d'eux. Je ne suis pas rentrée chez moi ce soir-là. Je ne suis pas retournée à mon petit appartement coquet dans le 6e. Avec ses étagères remplies de classiques et sa cuisine garnie de cadeaux de mariage que nous n'avions même pas encore déballés. La pensée de dormir dans le lit que j'avais partagé avec Antoine. De voir sa photo sur ma table de chevet. Était physiquement répugnante. Au lieu de cela, j'ai conduit vers le centre. Mes mouvements raides et robotiques. Mon esprit un blizzard de rage et de douleur. J'ai pris une chambre à l'hôtel Ritz. Un palace historique à 2 pas de la place Vendôme. J'ai payé en espèces. Une liasse épaisse de billets que j'avais retirés pour les dépenses de la lune de miel. J'ai donné un faux nom à la réceptionniste Sarah Petit et une histoire fabriquée. Je fais une surprise à mon mari pour notre anniversaire? Dis-je. Le mensonge venant avec une facilité choquante et nouvelle. Apparemment, j'apprenais à être aussi douée en tromperie que ma mère et mon fiancé. La réceptionniste? Une jeune femme aux yeux gentils. Sourit chaleureusement. C'est si romantique. J'espère que vous passerez tous les deux un séjour merveilleux. Le mensonge avait un goût d'acide amer dans ma bouche. Mais il remplissait son office. Il me donnait un manteau d'anonymat. Un espace où je pouvais m'effondrer puis me reconstituer en quelque chose de nouveau. De tranchant. Dans la chambre d'hôtel opulente, j'ai tout étalé sur le lit king size comme un détective organisant des preuves pour un procès. Il y avait le journal de ma mère. Sa couverture noire ressemblant à une pierre tombale. Il y avait les captures d'écran que j'avais prises des récents relevés de carte de crédit d'Antoine sur notre compte joint. Que nous avions ouvert pour les dépenses du mariage. Les frais peignaient un tableau vivant, un dîner à 300 € dans un restaurant étoilé Michelin un soir où il m'avait dit manger une triste salade de bureau. Un reçu d'un caviste de luxe pour une caisse de Sancerre. Le vin préféré de ma mère. Une note pour une chambre à l'hôtel Coste. Un hôtel de luxe. Le même après-midi où j'étais à mon dernier essayage de robe. Puis il y avait la liste croissante que je compilais sur une feuille de papier à en tête de l'hôtel, une liste de tous les signes que j'avais manqués. De tous les drapeaux rouges que j'avais peints en blanc. L'odeur de parfum masculin cher dans la cuisine de mes parents. Le rouge à lèvres sur le verre de vin dans l'appartement d'Antoine. Sa connaissance soudaine et encyclopédique des choses préférées de ma mère. La façon dont ils avaient tous les deux été si insistants sur l'utilisation des vœux de mariage traditionnels. Probablement parce qu'ils savaient que je pourrais dire quelque chose dans mes propres vœux. Quelque chose d'honnête et de réel. Qui exposerait leur culpabilité. Chaque souvenir était une petite coupure. Et maintenant je saignais de 1000 d'entre elles.
J'ai commandé le service en chambre, un plat de pâtes hors de prix et une bouteille de vin rouge brutalement cher. Je me suis assise en tailleur sur le lit, mangeant des pâtes à la carbonara tout en planifiant leur destruction. L'ancienne Chloé, celle qui existait il y a quelques heures à peine, les aurait confrontées en privé. Elle aurait pleuré et exigé des explications. Elle aurait écouté leurs excuses, leurs justifications, et aurait probablement fini par être manipulée en une forme tordue de pardon. L'ancienne Chloé croyait aux secondes chances et au pouvoir de l'amour pour surmonter tout. Mais l'ancienne Chloé était morte. Elle était morte sur le siège conducteur d'une Mercedes argentée tandis que l'après-midi de banlieue chic bourdonnait autour d'elle. La nouvelle Chloé comprenait que certaines trahisons sont trop profondes pour une résolution privée. Il ne s'agissait pas seulement d'un fiancé infidèle ou d'une mère déloyale. Il s'agissait de deux personnes qui avaient conspiré pour me rendre complice de ma propre humiliation. Ils avaient prévu de se tenir à l'autel avec moi, de me laisser prononcer des vœux sacrés, tout en ayant l'intention de poursuivre leur liaison. Ils avaient volé non seulement mon bonheur, mais aussi ma dignité. Ils avaient essayé de faire de moi une idiote dans une histoire où ils étaient les héros tragiques et romantiques. Ils voulaient jouer à des jeux. Très bien. J'avais appris des meilleurs. Mon premier appel a été pour mon assistante chez Gallimard, Jeanne. Elle était jeune, farouchement compétente et d'une loyauté à toute épreuve. Jeanne, c'est Chloé. J'ai besoin que tu me rendes un énorme service. Et j'ai besoin que tu sois discrète. Bien sûr. Chloé. Tout va bien? Tu as l'air différente. Tout est parfait, dis-je. Et pour la première fois depuis des jours, cela semblait vrai. C'était la perfection terrifiante et exaltante d'un orage sur le point d'éclater. J'ai besoin que tu compiles une liste complète de tous les invités qui viennent à mon mariage demain. J'ai besoin des adresses e-mail, des numéros de téléphone, des profils de réseaux sociaux, tout ce que tu peux trouver. Mets-le dans un tableur et envoie-le à mon adresse e-mail personnelle. D'accord. Bien sûr. Je peux te l'envoyer dans 1 heure. C'est pour envoyer les cartes de remerciement en avance? Quelque chose comme ça. Ai-je répondu. Je veux juste m'assurer que tout le monde a toutes les informations nécessaires pour demain. Mon appel suivant fut pour ma colocataire de Sciences Po, Léa Martin. Elle était journaliste indépendante pour Mediapart. Une pile électrique avec un esprit d'acier et une allergie au baratin. Elle était censée être une invitée à mon mariage? Pas une reporter. Chloé. Mon Dieu. Ton mariage est demain. Tu flippes? Je suis tellement excitée pour toi. Sa voix crépitait d'énergie à travers le téléphone. Léa. Dis-je. Mon ton bas est sérieux. J'ai besoin d'un service. Et j'ai besoin que tu ne poses aucune question avant demain. Sa voix devint immédiatement prudente. La fêtarde disparut, remplacée par la journaliste. D'accord. Quel genre de service? J'ai besoin que tu sois à l'église de la Madeleine demain. Mais je ne veux pas que tu sois sur un banc. Je veux que tu sois là avec ton appareil photo et ta carte de presse. Quelque chose de digne d'intérêt va se passer. Et je veux que ce soit documenté. Il y eut une longue pause à l'autre bout du fil. Je pouvais entendre le faible son des sirènes de la ville en arrière-plan. Chloé. Tu me fais peur. Ce n'est pas moi qui devrais avoir peur. Dis-je. Une certitude froide durcissant ma voix. Fais-moi confiance. Je prends le premier train du matin, dit-elle sans un instant d'hésitation. C'était Léa. Une loyauté sans faille. L'appel final fut le plus difficile. Mes mains tremblaient en composant le numéro de mon père. Je savais qu'il serait rentré de sa réunion de cercle de philosophie maintenant. Probablement assis dans son bureau, lisant Platon,
complètement inconscient que son monde était un château de cartes. Il a répondu à la deuxième sonnerie. Chloé. Ma chérie. Tu ne devrais pas m'appeler. N'est-ce pas que ça porte malheur pour le père de la mariée de parler à sa fille la veille du mariage? Sa voix était si pleine de chaleur, si pleine d'amour. Ça a failli me briser. Papa, dis-je. Et ma voix se cassa légèrement. Je pris une profonde inspiration, me ressaisissant. Je t'aime. Quoi qu'il arrive demain, j'ai besoin que tu te souviennes que je t'aime. Et j'ai besoin que tu saches que rien de tout cela n'est de ta faute. La chaleur de sa voix se glaça d'inquiétude. Ma puce. Tu m'inquiètes. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as des doutes? Rien ne va mal. Papa. Dis-je. Ma voix retrouvant sa force. Pour la première fois depuis longtemps, tout va enfin aller bien. Après avoir raccroché, je suis restée assise dans le silence opulent de la chambre d'hôtel pendant un long moment. J'ai pensé à la justice et à la vengeance. Et à la fine ligne qui les sépare. La vengeance consistait à causer de la douleur. Une éruption émotionnelle et désordonnée. La justice consistait à révéler la vérité. À restaurer un équilibre qui avait été violemment perturbé. Demain, je ne chercherai pas la vengeance. Je servirai la justice. Et je le ferai avec le sourire aux lèvres. Je me suis réveillée à l'aube et j'ai commandé un café au service d'étage. Assise près de la fenêtre en peignoir, je regardais le soleil peindre Paris en nuances d'or et de rose pâle. Dans 6 heures, j'étais censée devenir Madame Antoine de Valois. Au lieu de cela, j'étais sur le point de devenir quelque chose de bien plus puissant. Une femme qui refusait d'être la dupe de qui que ce soit. Mon téléphone, que j'avais laissé sur la table de chevet, vibrait sans arrêt depuis le matin avec des SMS de ma mère. Bonjour. Ma belle mariée. J'espère que tu as bien dormi. J'ai hâte de te voir descendre cette allée aujourd'hui. Ce sera le plus beau des moments. Les fleurs sont parfaites. Les musiciens s'installent. Je viens de confirmer avec le photographe. Tout est exactement comme il se doit. Je t'aime tellement. Ma chérie. Aujourd'hui sera le plus beau jour de ta vie. Chaque message était comme un couteau enveloppé de soie. Tout est exactement comme il se doit. Elle n'avait aucune idée à quel point elle avait raison. À 9 heures, j'ai pris une longue douche chaude, laissant l'eau emporter les dernières traces de la femme que j'étais. En sortant, je me suis regardée dans le miroir embué de la salle de bain. Je me suis vraiment regardée. Peut-être pour la première fois depuis des mois. Mes cheveux bruns, si semblables à ceux de ma mère. Mes yeux bleus, hérités de mon père. Mon visage, qu'on avait toujours qualifié de joli mais jamais de remarquable. Aujourd'hui, je serai remarquable. Je me suis rendue à l'église lentement, en empruntant les grands boulevards. La matinée était fraîche et claire. Une parfaite journée d'automne. Une journée parfaite pour un mariage. L'église de la Madeleine était magnifique dans la lumière matinale. Ses colonnes corinthiennes se dressant vers le ciel comme une prière de pierre. Les voitures arrivaient déjà. Les premiers invités. Les prestataires. Les membres de la famille se préparant à ce qu'ils pensaient être une célébration de l'amour. Je me suis garée sur une place à proximité et suis restée assise un moment, à observer. J'ai vu Madame Chenu du comité des fleurs s'affairer. J'ai vu Monsieur Rodriguez, notre voisin depuis 20 ans, aider sa femme à sortir de leur voiture. J'ai vu les amis d'Antoine de la faculté de droit rire et ajuster leurs cravates. Tous ces gens qui tenaient à moi. Qui avaient pris de leur temps un samedi pour assister à ce qu'ils croyaient être le début de mon « Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants ». Ils méritaient de connaître la vérité.
Eux aussi. Ils méritaient de savoir que l'union à laquelle ils s'apprêtaient à assister n'était pas sacrée, mais une imposture. J'ai rassemblé ma robe de mariée, mes chaussures et ma trousse de maquillage, et je suis entrée dans l'église par une porte latérale menant à la sacristie, la salle de préparation de la mariée. Le petit espace au mur de pierre était déjà une ruche d'activité. Ma témoin, Kathleen, suspendait sa robe. Mes deux demoiselles d'honneur installaient une machine à café et disposaient un plateau de viennoiserie. Chloé. Kathleen se précipita pour me serrer dans ses bras. Mon Dieu. Tu es radieuse. Comment te sens-tu? Comme si aujourd'hui allait tout changer. Dis-je. Et c'était la chose la plus honnête que j'ai dite depuis des jours. Kathleen rit. Ben oui. C'est le jour de ton mariage. Où est ta mère? Demanda l'une des demoiselles d'honneur. Je pensais qu'elle serait déjà là. Je vérifiai mon téléphone. Aucun nouveau message de Diane depuis ses SMS écœurants de bons vœux matinaux. Je savais exactement où elle était. Ou du moins, où elle avait été. La nuit dernière, dans ma chambre d'hôtel, j'avais utilisé notre compte de forfait téléphonique familial partagé pour localiser le téléphone d'Antoine. Une petite partie vengeresse de moi avait eu besoin de savoir. Il avait passé la nuit dans notre maison familiale à Neuilly. Partant à 6h30 ce matin. Probablement pour éviter d'être vu par les voisins ou mon père. Une dernière trahison pour la route. Elle est probablement à la maison. En train de se préparer. Dis-je. La voix neutre. Tu sais comme elle aime que tout soit parfait. Alors que mes demoiselles d'honneur m'aidaient à enfiler ma robe, je me sentais étrangement calme. La soie ivoire glissa sur ma peau comme une armure. Quand elles ont boutonné les dizaines de petits boutons de nacre dans mon dos, je me suis sentie me transformer en quelqu'un de nouveau. De plus fort. La robe avait été le choix de ma mère. Bien sûr. Une robe coupe princesse traditionnelle avec de longues manches en dentelle. Une traîne cathédrale et assez de perles pour rivaliser avec une constellation. J'avais voulu quelque chose de plus simple, de plus moderne. Mais Diane avait insisté. Cette robe sera magnifique sur les photos, avait-elle dit lors de l'essayage. L'élégance classique ne se démode jamais. Maintenant, je comprenais. Elle n'habillait pas seulement sa fille. Elle mettait en scène une pièce. Elle avait besoin que je sois parfaite pour les photographies qui documenteraient l'union de sa fille et de son amant. La pensée était si grotesque qu'elle en était presque risible. Kathleen a épinglé mon voile. Le même voile que ma grand-mère avait porté. Tu es absolument sublime. Chloé. Antoine va tomber à la renverse quand il te verra. Je l'espère bien. Murmurai-je. Mon reflet dans le miroir me renvoyant un regard froid et déterminé. À 11h30, le photographe est arrivé pour prendre des photos avant la cérémonie. C'était un homme joyeux nommé Julien qui n'arrêtait pas de me dire de sourire et de penser à la lune de miel. J'ai souri et posé, le laissant capturer ce qu'il pensait être des images de joie nuptiale. En réalité, c'étaient des photos d'une femme se préparant à la guerre. Chaque clic de l'obturateur ressemblait au bruit d'un fusil qu'on arme. Je souriais à l'appareil photo. Mais mes yeux balayaient la pièce, notant les sorties. L'emplacement de l'hôtel. Le pied de micro. Je n'étais plus une mariée. J'étais un général inspectant son champ de bataille. À 11h45, mon père est arrivé. Bonjour. Ma belle. Il se tenait à l'entrée de la sacristie. Resplendissant dans son smoking noir. Ses cheveux argentés parfaitement coiffés. À 58 ans, Frédéric Lambert était encore un bel homme. Grand et digne. Avec cette chaleur authentique qu'il avait rendue si appréciée de ses étudiants et collègues pendant des décennies.
C'était aussi un homme dont le monde était sur le point de s'effondrer. La vue de lui, si fier et si confiant, était la seule chose qui menaçait de briser mon sang-froid. Tu es radieuse, ma chérie, dit-il, les yeux s'embrouillant. J'ai du mal à croire que ma petite fille se marie. Les demoiselles d'honneur et le photographe, sentant la gravité du moment, se sont tactiquement écartés pour nous laisser un peu d'intimité. J'ai pris les mains de mon père dans les miennes. C'étaient des mains fortes et douces. Des mains qui avaient tapoté d'innombrables copies d'étudiants, qui m'avaient tenu quand je m'écorchais les genoux enfant, qui m'avaient appris à lire Kant, à penser par moi-même et à croire en la bonté fondamentale des gens. Papa, dis-je, la voix basse et urgente. J'ai besoin de te dire quelque chose avant que nous descendions cette allée. Bien sûr. Ma puce. Qu'y a-t-il? Le trac du grand jour? Il me serra les mains de manière rassurante. C'est normal. Ta mère était une boule de nerfs le jour de notre mariage. La mention de ma mère fut comme une douche d'eau glacée. Elle a solidifié ma résolution. J'ai fouillé dans ma pochette de mariée une petite pochette en satin qui contenait à peine mon téléphone et un tube de rouge à lèvres et j'en ai sorti le carnet de cuir noir. Je l'ai placé dans ses mains. J'ai trouvé ça dans la voiture de maman hier, dis-je simplement. Il parut confus en le prenant. Il regarda mon nom sur la couverture, puis l'ouvrit à la première page. J'ai regardé son visage changer alors qu'il commençait à lire. C'était comme regarder un bâtiment s'effondrer au ralenti. La couleur a quitté ses joues, laissant sa peau d'une teinte pâteuse et grisâtre. Ses lèvres s'entr'ouvrirent légèrement. Ses mains, ces mêmes mains fortes qui tenaient les miennes il y a un instant, se mirent à trembler violemment. Le journal tremblait. Chloé. Sa voix était à peine un murmure. Un son sec et rauque. Ce n'est pas possible. C'est une sorte de mauvaise blague. Ta mère. Elle ne ferait jamais. Lis les dates. Papa. L'ai-je pressé doucement? Le cœur serré par sa douleur. Lis tout. Lis la dernière entrée. Il s'est affaissé dans un fauteuil en velours voisin, ses jambes semblant incapables de le soutenir plus longtemps. Il tenait le journal comme si c'était un serpent venimeux. Ses yeux balayant page après page la trahison de sa femme. L'histoire se déroulait devant lui dans son écriture élégante et perfide. Je me suis agenouillée à côté de lui sur le sol de pierre froide. Ma robe de mariée coûteuse s'étalant autour de nous comme de la crème renversée. Je n'ai pas dit un mot. J'ai juste attendu. Le silence dans la pièce était absolu, rompu seulement par le son de la respiration saccadée de mon père et le bruissement des pages tournées. Depuis combien de temps? Demanda-t-il enfin. La voix creuse. Il n'a pas levé les yeux du livre. Depuis combien de temps sais-tu? Depuis hier après-midi. Je suis désolée. Papa. Ai-je murmuré? Les mots semblant pitoyablement inadéquats. Je suis tellement désolée. Il a levé les yeux vers moi alors. Cet homme qui avait construit toute sa carrière? Toute sa vie. Sur la rigueur intellectuelle? La morale et la famille. Et j'ai vu quelque chose se briser derrière ses yeux. C'était plus qu'un chagrin d'amour. C'était l'éclatement d'une croyance fondamentale, l'effondrement des fondations mêmes de son monde. Que allons-nous faire? Murmura-t-il, regardant autour de la pièce comme s'il était un étranger dans sa propre vie. Nous allons descendre cette allée? Dis-je. La voix ferme, imprégnée d'une force que je ne savais pas posséder. Nous allons nous tenir à cet hôtel. Et nous allons laisser tout le monde voir exactement qui sont Diane Lambert et Antoine de Valois. Il me fixa, les yeux écarquillés de choc. Chloé. Non. Pense à ce que tu dis.
Le scandale. L'humiliation. Pour notre famille. L'humiliation n'est pas à nous de la porter. Papa. Dis-je. Mon regard inébranlable. C'est la leur. Ils ont construit cette prison de mensonges. Je vais juste ouvrir la porte et laisser entrer la lumière. Il me fixa un long moment. Et je pouvais voir la guerre qui faisait rage en lui. 30 ans de conditionnement qui disaient que les problèmes familiaux devaient être traités en privé. Discrètement. Derrière des portes closes. Luttait avec la vérité brute et indéniable qu'il tenait entre ses mains. C'était un homme de principe. Un homme qui enseignait la recherche de la vérité. Mais ce qu'il lisait était impardonnable. Il y a 200 personnes là-dehors ? Dit-il. La voix faible. Nos amis. Notre famille. 200 personnes qui nous aiment et qui méritent de connaître la vérité avant d'assister à ce qu'ils pensent être une cérémonie sacrée. Ai-je rétorqué. Ils sont venus ici pour assister à une union basée sur l'amour et la confiance. Ce qui se passe aujourd'hui est le contraire de cela. C'est une parodie de tout ce en quoi tu crois. De tout ce que tu m'as appris à croire. Ta réputation. Ma carrière. Ma réputation sera celle d'une femme qui a refusé d'être prise pour une idiote ? Dis-je férocement. Une femme qui a choisi la dignité plutôt que le silence. Et ta carrière en sera plus forte ? Parce qu'elle sera basée sur la vérité ? Pas sur l'hypocrisie. Un coup sec à la porte nous a interrompus. 5 minutes. Tout le monde a appelé joyeusement la coordinatrice du mariage de l'autre côté. Mon père se leva lentement. Les jambes instables. Un instant. J'ai eu peur qu'il ne s'effondre sur place. Mais ensuite, il a fait quelque chose qui a fait gonfler mon cœur d'un amour féroce et protecteur. Il a redressé ses épaules. Il a lissé le devant de son smoking. Il a baissé les yeux sur moi. Et dans ses yeux dévastés, j'ai vu une lueur de quelque chose de nouveau, la fierté. Tu es plus courageuse que je ne l'ai jamais été. Chloé, dit-il doucement. J'ai appris du meilleur. Ai-je répondu en lui serrant la main. Il m'a offert son bras. Un geste que nous avions répété lors du dîner de répétition il y a à peine 2 nuits. Alors, cela avait semblé traditionnel et doux. Maintenant, c'était comme 2 soldats se préparant à aller au combat. Ensemble, nous nous sommes dirigés vers les portes du sanctuaire. À travers les hauts panneaux de verre plombé, je pouvais voir que l'église était pleine à craquer. La lumière de l'après-midi illuminait les grains de poussière dansant dans l'air. L'autel était une cascade à couper le souffle de roses blanches et de pivoine. Exactement comme ma mère l'avait voulu. L'orchestre qu'elle avait réservé jouait le canon de Pachelbel. La mélodie planante remplissant l'espace sacré. Et là, à l'autel, se tenait Antoine. Il portait son smoking parfaitement taillé. L'air en tout point de l'avocat à succès et du marié dévoué. Son témoin et ses garçons d'honneur l'encadraient. Tous souriant d'anticipation. Au premier rang, ma mère était assise, radieuse dans sa robe émeraude, tamponnant ses yeux avec un délicat mouchoir en dentelle. Elle avait l'air exactement de ce qu'une mère de la mariée devrait avoir l'air, fière, élégante, submergée par l'émotion du bonheur de sa fille. L'image de la dévotion maternelle. Quels acteurs incroyables ils sont tous les deux. Pensais-je avec une admiration froide et détachée. Ils auraient dû être à la Comédie Française au lieu d'être dans ma vie. La coordinatrice du mariage, une femme avec un casque et un presse-papier, nous a adressé un dernier sourire radieux et a ouvert les lourdes portes en chêne. La musique processionnelle a commencé. Mes demoiselles d'honneur, magnifiques dans leurs robes roses poudrées, ont commencé leur lente marche dans l'allée, souriant aux invités et prenant leur place à l'autel. Puis,
La musique s'est enflée pour atteindre les notes triomphantes de la marche nuptiale. Comme un seul homme. Chaque personne dans cette église s'est levée et s'est tournée pour nous regarder. Prête? Murmura papa. Son bras étroitement lié au mien. Je pris une profonde inspiration, croisant son regard. Prête? Nous sommes entrés dans le sanctuaire. Je sentis 200 paires d'yeux sur nous. Les flashs des appareils photo crépitaient à l'arrière. Les gens souriaient et se chuchotaient à quel point j'étais belle. À quel point nous formions un couple parfait. Le visage d'Antoine s'illumina quand il me vit. Ses yeux bleus chaleureux de ce qui ressemblait, pour un œil non averti, à un amour sincère. Ma mère pressa son mouchoir contre ses yeux à nouveau. Une performance parfaite de joie sentimentale. Alors que nous descendions cette longue allée de marbre, un étrange sentiment de calme s'est installé en moi. C'était ma scène maintenant. Ils avaient écrit la pièce, mais j'étais sur le point de réécrire la fin. Nous avons atteint l'autel. Mon père a placé ma main dans celle d'Antoine. Le geste traditionnel d'un homme donnant sa fille à un autre. À ce moment-là, j'ai eu l'impression qu'il me tendait une arme. Papa a serré ma main une dernière fois, un signal de solidarité avant de prendre place à côté de sa femme. Le prêtre. Le père Michel. Un collègue au visage bienveillant de la paroisse voisine. A commencé. Mes bien chers frères. Sa voix portait facilement grâce au système de sonorisation de pointe de l'église. Nous sommes réunis aujourd'hui devant Dieu pour être témoins et bénir l'union d'Antoine de Valois et de Chloé Lambert dans les saints liens du mariage. Je l'ai laissé parler. Suivant la cérémonie traditionnelle. L'esprit clair et concentré. J'attendais mon moment. Antoine serra ma main. Un geste de réconfort. Je serrai la sienne en retour. Un geste qui m'était propre. Au premier rang, ma mère regardait avec une fierté éclatante. Il n'avait aucune idée de ce qui allait arriver. Il naviguait sur une mer calme, inconscient du tsunami qui se formait juste sous la surface. Le père Michel continua. Sa voix de baryton apaisante et familière ayant présidé d'innombrables baptêmes, mariages et funérailles dans notre communauté. Le mariage est un état sacré et honorable, institué par Dieu, et ne doit donc pas être contracté à la légère ou sans discernement. Mais avec révérence, délibérément, et conformément aux desseins pour lesquels il a été institué par Dieu. Comme c'est approprié. Pensais-je. Un sourire amer effleurant presque mes lèvres. Parlons de révérence. Parlons des desseins de Dieu. Antoine se pencha légèrement, chuchotant pour que je sois la seule à entendre. Tu es à couper le souffle. Chloé. Son haleine sentait légèrement la menthe et l'autosatisfaction. Je hochai simplement la tête, gardant les yeux fixés sur le père Michel. Mon expression sereine. Le masque de la mariée heureuse était toujours fermement en place. J'avais besoin qu'il se sente en sécurité. J'avais besoin qu'il marche volontairement jusqu'au bord de la falaise avant de leur donner la dernière poussée. Dans cette sainte union, Antoine et Chloé viennent maintenant pour être unis, annonça le prêtre. Par conséquent, si quelqu'un ici présent a une juste raison pour laquelle ces deux personnes ne devraient pas être unies par le mariage, qu'il parle maintenant ou se taise à jamais. C'était le moment. Le moment dramatique des films. Le moment où j'aurais pu parler et tout arrêter là. Une vague de bruissements et de tout traversa l'assemblée. Comme c'est toujours le cas pendant cette partie de la cérémonie. Mais personne ne parla. Et moi non plus. Cela aurait été trop facile. Trop prévisible. Mon plan était plus complexe. Plus dévastateur. Je voulais qu'ils aillent jusqu'à leurs vœux. Je voulais qu'ils mentent une dernière fois. Non seulement à moi, mais à Dieu et à 200 témoins. Je restai silencieuse,
les mains jointes devant moi. Le père Michel, ne voyant aucune objection, sourit et continua. Il parla d'amour, de fidélité, du cheminement du partenariat. Chaque mot était un charbon ardent sur ma peau. Je sentais la confiance d'Antoine grandir à côté de moi. Il pensait que nous avions dépassé le point de non-retour. Il pensait qu'il avait gagné. Nous nous sommes tournés l'un vers l'autre pour les vœux. J'ai regardé le beau visage d'Antoine. Le visage avec lequel j'avais pensé me réveiller pour le reste de ma vie. Je ne vis rien derrière ses yeux bleus si ce n'est le reflet de ma propre robe de mariée. Antoine, dit le père Michel, sa voix résonnant de chaleur. Voulez-vous prendre Chloé ici présente pour épouse? Et promettez-vous de lui rester fidèle? Dans le bonheur et dans les épreuves? Dans la santé et dans la maladie? Pour l'aimer et la chérir tous les jours de votre vie? Antoine me regarda profondément dans les yeux. Sa voix forte et claire, résonnant dans toute l'église. Oui. Je le veux. Lui rester fidèle. Le mensonge était si effronté, si audacieux, qu'il faillit me faire éclater de rire. Le culot pur et simple était à couper le souffle. Il n'a même pas sourcillé. À côté de moi, j'entendis un léger reniflement du premier rang. C'était ma mère, essuyant une autre larme de joie fabriquée. Puis, ce fut mon tour. Chloé, dit le père Michel, tournant son doux regard vers moi. Voulez-vous prendre Antoine ici présent pour époux? Et promettez-vous de lui rester fidèle? Dans le bonheur et dans les épreuves? Dans la santé et dans la maladie? Pour l'aimer et le chérir tous les jours de votre vie? C'était mon moment. L'aboutissement de 48 heures de chagrin, de rage et de planification froide et calculée. Le moment de dire « oui ». Je le veux, et de devenir complice de ma propre tromperie pour le reste de ma vie. Ou le moment de réduire leur monde en cendres avec la vérité. Je regardais l'assemblée. J'ai vu tous ces visages, remplis d'attente et de joie. J'ai vu les parents d'Antoine, maître et madame de Valois, rayonnant de fierté au premier rang. J'ai regardé mon père, le visage pâle et grave, mais ses yeux étaient fixés sur moi, me donnant un petit signe de tête presque imperceptible d'encouragement. Et j'ai regardé ma mère, toujours en train de tamponner ses yeux avec ce ridicule mouchoir en dentelle. L'image de l'émotion théâtrale. Je fis un petit pas en avant, plus près du micro. Je pris une profonde inspiration. En fait, dis-je, ma voix portant clairement à travers le système de sonorisation parfait de l'église. J'ai quelque chose à dire d'abord. L'église tomba dans un silence parfait et soudain. L'orchestre, qui jouait doucement en fond sonore, s'éteignit dans un murmure confus. 200 têtes s'inclinèrent à l'unisson. La main d'Antoine, qui reposait sur mon bras, se resserra. Son sourire vacilla légèrement. Chloé, chuchota Théil. Une pointe de confusion dans la voix. Le père Michel parut déconcerté. Chloé? Tout va bien? Tout est parfait, dis-je, ma voix gagnant en force. Je me tournai pour faire face à l'assemblée, établissant un contact visuel avec autant de personnes que possible. 200 visages me fixaient, la confusion remplaçant rapidement la célébration dans leurs expressions. Je viens de réaliser qu'avant de faire la plus grande promesse de ma vie, je devrais probablement être complètement honnête avec vous tous. La poigne d'Antoine sur mon bras était maintenant presque douloureuse. Chloé. Qu'est-ce que tu fais? Siffla Théil. Ses yeux balayant nerveusement la salle. Je dégageai ma main et m'éloignai légèrement de lui, revendiquant l'espace autour du micro comme le mien. Au premier rang,
Ma mère était devenue très immobile. Son mouchoir était oublié sur ses genoux. Ses mains serrées en poing. Je veux remercier tout le monde d'être ici aujourd'hui. Commencez-je. La voix stable et claire. Comme une présentatrice de journal télévisé annonçant une tragédie nationale. Cela signifie énormément pour moi que vous ayez pris le temps de venir assister à ce que vous pensiez être le début de mon « Ils vécurent heureux ». Des murmures commencèrent à onduler dans l'assemblée. Un bourdonnement bas et incertain. Je pouvais voir Léa à l'arrière. Près d'un pilier de pierre. Son appareil photo discrètement positionné. Nos regards se croisèrent une fraction de seconde. Elle me fit un léger signe de tête. Mais j'ai appris récemment. Continuai-je. Élevant la voix pour qu'elle porte jusqu'au dernier banc. Que les fins heureuses sont construites sur la vérité. Pas sur de beaux et élaborés mensonges. Et il y a quelque chose que vous devez tous savoir avant que cette cérémonie ne se poursuive. Chloé. Antoine tendit la main vers moi. Un air désespéré sur le visage. Ce n'est ni le moment ni l'endroit. Je m'éloignai encore, mettant le pied de micro entre nous. Oh. Je pense que c'est le moment et l'endroit parfait, dis-je. La voix se durcissant. Hier, j'ai découvert que mon fiancé, Antoine de Valois, et ma propre mère, Diane Lambert, ont une liaison depuis 3 mois. Les mots frappèrent l'église comme une bombe. Un souffle collectif résonna contre les hauts plafonds voûtés de pierre. Quelqu'un dans les rangées du milieu laissa tomber son livret de messe. Le bruit du papier heurtant le marbre étant anormalement fort dans le silence stupéfait. Au premier rang, je vis la couleur quitter le visage de Maître de Valois alors qu'il se tournait pour regarder son fils avec horreur. La main d'Isabelle de Valois vola à sa bouche. Ses yeux écarquillés d'incrédulité. J'ai trouvé le journal de ma mère. Continuai-je. Ma voix se renforçant à chaque mot. À chaque vérité que je déchaînais. Détaillant toutes leurs relations. 3 mois de rendez-vous secrets. De mensonges et de trahisons. 3 mois où ils se sont moqués de la facilité avec laquelle ils pouvaient me tromper. Tromper mon père. Et vous tous. Ma mère se leva d'un bond. Le visage rouge de rage et de panique. Chloé. Arrête ces bêtises immédiatement. Tu es hystérique. Assieds-toi. Diane. L'ordre sec et autoritaire venait de mon père. Il s'était également levé. Sa voix. La voix qui avait prononcé des centaines de conférences depuis une estrade, portait l'autorité indéniable de 30 ans de magistère intellectuel. C'était une voix à laquelle personne dans ce milieu n'avait jamais désobéi. Ma mère retomba sur son banc comme si elle avait été frappée. Son visage s'effondrant. Antoine essayait frénétiquement de sauver l'insauvable. Tout le monde. S'il vous plaît. Il y a eu une sorte de terrible malentendu. Chloé est juste. Elle est sous beaucoup de stress. Est-ce un malentendu que tu aies passé la nuit dernière chez mes parents? Demandai-je. Ma voix sonnant d'accusation. Assez fort pour que tout le monde entende. Pendant que mon père était à son cercle de philosophie. Un cercle auquel tu étais censé assister? L'église éclata dans une nouvelle vague de chuchotements choqués et de halètements. Le visage d'Antoine devint blanc. Il ressemblait à un animal acculé. Est-ce un malentendu? Insistai-je. Ma voix dégoulinant de glace. Que tu aies utilisé notre carte de crédit commune pour acheter à ma mère des cadeaux coûteux? Comme des caisses du Sancerre qu'elle aime tant? Le même Sancerre qu'elle a spécifiquement mentionné dans les entrées de son journal sur votre liaison? Maître de Valois était maintenant debout. Son visage un masque de rage tonitruante. Il fit un pas vers l'autel. Antoine? Gronda-t-il? Sa voix celle d'un homme habitué à commander une salle d'audience. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Antoine regarda sauvagement autour de l'église.
Voyant sa réputation, sa carrière, sa vie entière s'effondrer en temps réel. Il regarda son père furieux, puis le mien, le cœur brisé. Il regarda sa mère horrifiée, puis la mienne, anéantie. Il me regarda, et dans ses yeux, je ne vis pas de remords, mais une haine pure et sans mélange d'avoir été pris. Je peux expliquer. Balbutia-t-il. Sa confiance habituelle complètement disparue. Oh. Je t'en prie. Explique. Dis-je. Ma voix dégoulinant d'une fausse douceur plus acérée que n'importe quel couteau. Explique à ton père. Explique à tes collègues du cabinet. Explique à tous ceux ici présents qui te croyaient un homme d'honneur comment tu as séduit la mère de ta fiancée. Et s'il te plaît, assure-toi d'expliquer comment tu comptais m'épouser aujourd'hui tout en continuant ta liaison avec elle. Nous attendons tous. Le silence qui suivit fut assourdissant. Il était absolu. Chaque personne dans cette magnifique église ensoleillée fixait Antoine de Valois, attendant son explication. Et il n'avait rien. Pas d'argument d'avocat habile. Pas de déviation charmante. Pas de mensonges intelligents. Juste la vérité laide et nue. Enfin exposée à la lumière. Au premier rang, ma mère pleurait. Pas les larmes délicates et cinématographiques d'une mère fière, mais les sanglots durs, laids et haletants d'une femme dont la vie venait d'imploser. La façade soigneusement construite de Diane Lambert, l'épouse parfaite du professeur, la matriarche élégante, avait été réduite en poussière. Chloé, suffoqua-t-elle, sa voix épaisse et méconnaissable. S'il te plaît. Tu ne comprends pas. Je lui tournai toute mon attention. Ma voix froide et claire, tranchant le silence épais et choqué de l'église. Oh. Je comprends parfaitement. Mère. Dis-je. Le mot « mère » sonnant étranger et pointu sur ma langue. Je comprends que tu as regardé mon bonheur, mon avenir et ma confiance en toi. Et que tu as décidé que c'était un juste prix à payer pour te sentir à nouveau désiré. Je comprends que tu as regardé mon fiancé et que tu as décidé que tu le méritais plus que moi. Ce n'est pas vrai. Je n'ai jamais voulu. Commença-t-elle, ces mots se dissolvant dans un autre sanglot déchirant. Tu n'as jamais voulu te faire prendre? Ai-je terminé pour elle? La vérité de cette phrase flottait dans l'air, brutale et indéniable. Ma mère s'effondra sur son siège. Sa belle robe émeraude paraissant maintenant criarde et désespérée au lieu d'être élégante. Elle couvrit son visage de ses mains. Ses épaules secouées de tremblements. À côté d'elle, mon père ne bougeait pas. Il ne tendit pas la main pour la réconforter. Il restait simplement assis, droit et digne, une statue taillée dans le chagrin et la droiture. Je regardais à nouveau l'assemblée. Nos amis, notre famille, nos collègues. Des gens qui m'avaient vu grandir, qui avaient célébré mes réussites et offert leur réconfort dans mes peines. Leurs visages montraient un kaléidoscope d'émotions, choc, confusion, sympathie et, sur certains visages, une colère juste et croissante en mon nom. Mais aucun d'entre eux, pas un seul, ne me regarda avec pitié. C'était important. J'avais refusé d'être une victime. J'avais refusé d'être plainte. Je veux que vous sachiez tous que ce n'est pas une question de vengeance. Dis-je. Ma voix résonnant d'une clarté finale et puissante. C'est une question de vérité. Il s'agit de refuser de construire une vie sur les mensonges de quelqu'un d'autre. Il s'agit de me choisir moi. Plutôt que des gens qui se sont choisis l'un l'autre à mes dépens. Sur ce, je tournai le dos à l'autel. Je tournai le dos à Antoine, qui se tenait figé.
Un paria dans son propre smoking de mariage. Je tournai le dos au père Michel, qui avait l'air de souhaiter que le sol de pierre s'ouvre et l'engloutisse. Je commençai à remonter l'allée, ma longue traîne balayant derrière moi comme la robe d'une reine. Je tenais la tête haute, le regard fixé sur les grandes portes au fond du sanctuaire. Le chemin vers ma liberté. En passant le premier rang, je m'arrêtai devant mon père. Je me penchai et l'embrassai sur la joue. Sa peau était froide et humide de larmes. « Papa » murmurai-je, pour que lui seul puisse entendre. « Je suis désolé que tu aies dû l'apprendre de cette façon. Mais je ne suis pas désolé que tu l'aies appris. » Il leva les yeux vers moi. Ses yeux noyés de larmes. Mais c'étaient des larmes de fierté. Pas de honte. « Je t'aime. Ma chérie. » murmura-t-il en retour. La voix épaisse d'émotion. Tu as fait ce qu'il fallait. La chose courageuse. Je lui serrai l'épaule. Puis je continuai ma marche. Derrière moi, le chaos éclatait enfin. Je pouvais entendre la voix de maître de Valois. Basse et furieuse. S'en prendre à son fils. Tu as déshonoré le nom de notre famille. Tu n'es plus mon fils. J'entendis Isabelle de Valois pousser un petit cri blessé. J'entendis la voix frénétique et aiguë de la coordinatrice du mariage essayant de rétablir un semblant d'ordre dans une situation irréparable. Les invités se levaient, chuchotant bruyamment, pointant du doigt. Ma mère sanglotait toujours dans ses mains tandis que Madame Chenu du comité des fleurs la fixait avec une expression de dégoût non dissimulée. Mais je n'ai pas regardé en arrière. Pas une seule fois. Je franchis ces portes imposantes de l'église, sortant de l'espace sacré qui avait été profané par des mensonges, et entrai dans la lumière vive et pure de l'après-midi d'automne. Les lourdes portes se refermèrent derrière moi, étouffant les bruits de la vie que je laissais derrière moi. La place devant l'église de la Madeleine est devenue mon sanctuaire. Debout à côté d'une voiture, je respirais l'air frais d'octobre, me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des mois. Le poids de la robe, le poids des mensonges, le poids d'un avenir que je n'avais jamais vraiment voulu, tout semblait s'envoler de mes épaules. Les bruits du chaos à l'intérieur de l'église filtraient à travers les lourdes portes en bois des voix élevées. Des pleurs. Le grattement des chaises alors que les gens essayaient de digérer ce dont ils venaient d'être témoins. Mon téléphone, niché dans ma petite pochette de mariée, vibrait déjà sans relâche avec des appels et des SMS. Ma mère. Antoine. Sa mère. Mes demoiselles d'honneur. Je les ai tous ignorés. Sauf un qui est arrivé quelques minutes plus tard. C'était Léa. J'ai répondu. La voix étonnamment stable. Dis-moi que tu as tout. Putain. Chloé. C'est un truc de dingue? Sa voix était un mélange d'admiration et d'adrénaline. Est-ce que tu viens vraiment de? Est-ce que je viens vraiment de voir ça? J'ai tout filmé. Chaque seconde. Mon rédacteur en chef va devenir fou quand il verra ça. Ça va être partout ce soir. Bien? Dis-je simplement. Tu vas bien? Demanda-t-elle, sa voix s'adoucissant d'inquiétude. Je veux dire. Vraiment bien? Où es-tu? J'ai réfléchi à la question. Debout là. Dans ma magnifique et inutile robe de mariée sur une place vide. Venant de détruire publiquement deux vies et de faire exploser la mienne. Un étrange sentiment de paix m'envahit. C'était le calme qui suit une tempête dévastatrice. Le monde était en ruine. Mais j'étais toujours debout. Je suis devant. Dis-je. Et Léa? Je crois. Je crois que je vais parfaitement bien. En moins d'une heure, l'histoire se propageait comme une traînée de poudre dans nos cercles sociaux. Léa, fidèle à sa parole,
avait mis en ligne un clip sobrement monté mon discours. Les réactions. Ma sortie finale sur le site de Mediapart. Il était accompagné d'un court article qu'elle avait écrit à la volée. Un chef-d'œuvre de reportage factuel teinté d'indignation vertueuse. En moins de 3 heures, l'affaire était sur les sites d'information locaux. Avec des titres comme « Bombe nuptiale à la Madeleine » et « Une mariée et conduite dévoile une liaison à l'hôtel ». En moins de 6 heures, le hashtag La vérité à la Madeleine était en tendance sur les réseaux sociaux. Les gens partageaient la vidéo de Léa, disséquant chaque moment de ma confrontation. Et, de manière écrasante, prenait mon parti. Les réactions ont été tout ce que j'avais espéré et plus encore. En fin d'après-midi, Maître de Valois avait publié une déclaration officielle par le biais du service de relations publiques de son cabinet. Elle était sèche et brutale. Elle annonçait que son fils, Antoine de Valois, prenait un congé sabbatique d'une durée indéterminée pour régler des questions personnelles urgentes. C'était le jargon des entreprises pour un suicide professionnel. Aucun cabinet d'avocats réputé à Paris ne le toucherait après un scandale public de cette ampleur. Son nom était désormais synonyme de déshonneur. Isabelle de Valois, la mère d'Antoine, a envoyé une lettre manuscrite qui est arrivée par coursier chez mes parents le soir même. Mon père, ayant laissé ma mère à l'église, me l'a lu au téléphone. Chère Chloé, commençait la lettre. D'une écriture élégante et penchée. Je ne peux commencer à exprimer mon horreur face au comportement de mon fils ni mon admiration pour votre courage aujourd'hui. Vous méritiez tellement mieux que cette trahison. Sachez que vous aurez toujours mon respect et mon soutien. Avec mes plus profonds regrets. Isabelle. La communauté intellectuelle de mon père, ses collègues de la Sorbonne et d'ailleurs, se sont ralliés à lui d'une manière qui a fait monter de nouvelles larmes à mes yeux. Le dimanche soir, le répondeur de notre téléphone fixe était plein de messages de soutien. Des gens ont déposé des plats cuisinés et des tartes sur le paillasson. La monnaie traditionnelle du réconfort en temps de crise. Ils exprimaient leur dégoût face à ce qui avait été fait non seulement à moi, mais à notre famille, et surtout à leur professeur bien-aimé. Mais la réponse la plus satisfaisante est venue du cercle social soigneusement entretenu par ma mère. Les femmes qu'elle avait passé des années à essayer d'impressionner avec son mariage parfait, son appartement parfait et sa fille parfaite. En 24 heures, on lui avait discrètement demandé de démissionner de ses postes au conseil d'administration de 3 différentes œuvres de charité locales. Ses invitations à déjeuner se sont taries. Son téléphone a cessé de sonner. Diane Lambert, qui avait construit toute son identité sur le fait d'être l'épouse parfaite du professeur et un pilier de la communauté, s'est soudainement retrouvée paria, sujette à des conversations chuchotées et à des regards choqués partout où elle allait. Elle avait soif d'attention, et maintenant elle l'avait. Mais pas du genre qu'elle avait désiré. Elle a essayé de m'appeler des dizaines de fois. Antoine aussi. J'ai laissé chaque appel aller à la messagerie vocale. Le son de leur voix désespérée et suppliant un bruit lointain et sans signification. Je n'avais plus rien à leur dire. J'avais tout dit à l'autel, devant Dieu et tout le monde. 3 jours après mon non-mariage, j'étais assise dans le bureau de mon père. Une pièce qui avait toujours été un sanctuaire de paix et d'intellect. Maintenant, c'était une pièce de bouleversement silencieux. Des cartons étaient empilés contre les murs. Et les étagères, autrefois gémissant sous le poids des traités de philosophie et de la littérature classique, commençaient à paraître nus. J'emballais soigneusement sa collection d'ouvrages anciens dans du papier de soie pendant qu'il emballait ses livres. Le silence entre nous n'était pas gênant. C'était un calme sombre et partagé. Le genre qui s'installe après une grande bataille. Tu n'es pas obligé de démissionner de ton poste, papa, dis-je pour ce qui semblait être la 12e fois.
Tes étudiants t'adorent. Tes collègues te respectent. Si. Je le dois. Dit-il. La voix fatiguée mais résolue. Il n'a pas levé les yeux du carton qu'il remplissait. Je ne peux pas me tenir sur cette estrade chaque semaine et parler de la quête de la vérité quand ma propre femme en a fait une parodie sous mon propre toit. Mes étudiants méritent un mentor dont la vie n'est pas un mensonge. Il avait vieilli de 10 ans au cours des dernières 72 heures. Les rides autour de ses yeux étaient plus profondes, ses épaules plus voûtées. Mais il y avait aussi autre chose dans sa posture. Une étrange sorte de paix. Comme un homme qui avait porté un poids lourd et invisible pendant des années et ne s'en était pas rendu compte avant qu'il ne soit finalement levé. « Que vas-tu faire ?» demandai-je, en plaçant un paquet de livres enveloppés dans un carton étiqueté « Philosophie grecque ». On m'a offert un poste de professeur invité dans une petite université à Aix-en-Provence. Dit-il. Un ami du séminaire y est doyen. Ce sera calme. Ça me donnera le temps de comprendre la suite. Il fit une pause, scotchant un carton avec des mouvements lents et délibérés. Ça me donnera le temps de guérir. Et maman ? demandai-je, le mot semblant un objet étranger dans ma bouche. Son visage se durcit. Les traits doux du professeur disparaissant pour être remplacés par l'expression ferme d'un homme qui avait pris une décision irrévocable. Ta mère a fait ses choix. Elle peut vivre avec les conséquences. À travers la fenêtre du bureau, je pouvais voir la Mercedes argentée de Diane garée dans l'allée. Elle chargeait des valises dans le coffre. Elle déménageait chez sa sœur à Strasbourg. Le seul membre de la famille qui lui parlait encore. J'avais regardé par la fenêtre alors qu'elle se déplaçait sur la pelouse qu'elle avait si méticuleusement entretenue. Ses mouvements saccadés et défaits. Elle paraissait petite et perdue. Un instant fugace. Un pincement de quelque chose, pas de la pitié. Mais un fantôme de l'amour que j'avais autrefois pour elle s'agita dans ma poitrine. Je l'ai rapidement repoussé. Tu lui as parlé ? demandai-je. Une fois. Dit-il. Sans croiser mon regard. Pour lui dire que mon avocat la contacterait. J'ai demandé le divorce. Le mot flotta dans l'air entre nous. Divorce. Dans notre famille. Dans notre milieu. Ce mot avait été impensable. Mes parents étaient mariés depuis 31 ans. Ils avaient construit toute leur vie autour de l'idée de « jusqu'à ce que la mort nous sépare ». Je suis désolé. Papa. Ne le sois pas. Dit-il. Me regardant enfin. Ses yeux étaient clairs. Tu ne t'es pas seulement sauvé toi-même ? Chloé. Tu m'as sauvé de vivre le reste de ma vie comme un imbécile. Je serais allée à ma tombe sans jamais savoir avec qui j'étais vraiment mariée. 6 mois plus tard, je me tenais sur le petit balcon de mon nouvel appartement près du canal Saint-Martin, regardant le printemps émerger de l'emprise de l'hiver. Les marronniers en fleurs parsemaient le paysage comme des confettis roses. Et l'air sentait l'herbe fraîche et les nouveaux départs. Ma vie était enfin la mienne. Une page blanche que je remplissais lentement et soigneusement. Mon téléphone a sonné. C'était l'appel hebdomadaire de mon père. Comment va Aix-en-Provence ? demandai-je sans préambule. Magnifique, dit-il. Sa voix semblant plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des années. Paisible. La communauté ici est petite mais authentique. Pas de politique. Pas d'arrivisme. Juste la connaissance et la communauté. Es-tu heureux ? Papa ? J'y arrive. Dit-il honnêtement. Et toi ? Comment va le nouveau travail ? 3 mois plus tôt, j'avais quitté mon poste chez Gallimard. Le bureau était rempli de trop de souvenirs, de trop de regards apitoyés. J'avais accepté un poste d'éditrice senior dans une prestigieuse maison d'édition concurrente. Le salaire était conséquent, le travail stimulant,
Et le meilleur de tout. C'était un nouveau départ. J'adore ça. Dis-je. Et je le pensais. Le quartier. Le travail. L'anonymat. Je peux marcher dans la rue et être juste Chloé. Pas cette femme de la vidéo du mariage. Bien, dit-il. Un monde de soulagement dans ce seul mot. Tu mérites un nouveau départ. La vidéo du mariage s'était finalement estompée du statut viral. Remplacée par de nouveaux scandales et des drames plus frais. Comme c'est la voie d'Internet. Mais pendant plusieurs semaines, j'avais été sa coqueluche. La femme qui avait choisi la dignité plutôt que le silence. L'attention avait été écrasante. Mais en fin de compte, elle avait été responsabilisante. J'avais reçu des milliers de messages, principalement de femmes, partageant leurs propres histoires de trahison et me remerciant de leur avoir montré qu'il était possible de se choisir. As-tu eu de ces nouvelles ? Demanda papa. Sa question hebdomadaire et hésitante. Non. Dis-je. Et je n'ai pas cherché à la contacter. Diane avait essayé de m'atteindre par des intermédiaires, ma tante, de vieux amis de la famille, même mon ancien patron. Mais j'avais clairement fait savoir que je n'avais rien à lui dire. Certaines trahisons étaient trop profondes pour un pardon facile. Peut-être un jour, dans des années, une conversation pourrait avoir lieu. Mais pas aujourd'hui. Pas encore. Et Antoine ? Son avocat a contacté le mien le mois dernier. Dis-je. Un petit rire sans humour m'échappant. Apparemment, il suit un programme de thérapie intensive et veut faire amende honorable. Que as-tu dit ? J'ai dit à mon avocat de l'informer que la meilleure amende honorable qu'il puisse faire serait de rester hors de ma vie pour toujours. Après la fin de l'appel, je me suis assise sur mon balcon avec une tasse de café et mon dernier manuscrit. C'étaient les mémoires d'une femme qui avait reconstruit sa vie après avoir découvert que son mari depuis 20 ans menait une double vie. Les parallèles avec ma propre histoire ne m'échappaient pas. Mais j'avais appris à trouver de la force dans les récits de survie des autres plutôt que de la douleur dans leur trahison. La sonnette de ma porte a retenti, interrompant ma lecture. Je n'attendais personne. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai trouvé un livreur tenant un bouquet massif et magnifique de fleurs des champs des marguerites, des bleuets, de la lavande et de la carotte sauvage. Le genre que j'avais voulu pour mon bouquet de mariée au lieu des roses blanches et pivoines choisies par ma mère. La carte était simple. L'écriture inconnue. Elle disait, pour vous être choisi. D'une amie qui comprend. Il n'y avait pas de signature. Pas d'adresse de retour. Mais je n'en avais pas besoin. Au cours des derniers mois, une chose étrange et belle s'était produite. J'étais entrée en contact en ligne avec des dizaines d'autres femmes qui avaient vu mon histoire, des femmes qui avaient trouvé le courage de quitter des relations toxiques, de dire la vérité au pouvoir, de choisir leur propre bonheur plutôt que le confort des autres. Nous formions une sororité silencieuse et informelle de survivantes, et nous veillions les unes sur les autres. C'était, je le savais, de l'une d'entre elles. J'ai arrangé les fleurs des champs dans un grand vase en verre et je les ai placées sur ma table de cuisine, où leur beauté sauvage et naturelle illuminait toute la pièce. Puis je suis retournée sur mon balcon. À mon manuscrit. À la vie que je me construisais. Un choix délibéré et véridique à la fois. Un an jour pour jour après m'être tenue à l'autel de l'église de la Madeleine, je me tenais devant un autre type d'autel, une tribune dans la grande salle de bal d'un hôtel parisien. Je regardais une mer de centaines de visages écrivains, éditeurs, agents et lecteurs qui s'étaient réunis pour les assises de la littérature féminine. La plaque signalétique devant moi indiquait « Chloé Lambert, conférencière principale ». Le pouvoir d'une voix authentique. Il y a un an. Commençais-je, ma voix portant facilement dans la salle de bal,
Claire et confiante. Je me suis tenue à un hôtel devant 200 personnes et j'ai fait un choix. Ce n'était pas le choix que tout le monde attendait de moi. Ce n'était pas le choix qui mènerait à une vie de confort tranquille et d'approbation sociale. C'était le choix qui honorait qui j'étais vraiment. Et ce que je savais être vrai. Dans le public, je voyais des femmes hocher la tête, se pencher en avant sur leur siège, leurs visages attentifs. Mon histoire, d'une manière que je n'avais jamais anticipée, était devenue une pierre de touche pour beaucoup. Non pas à cause du drame salace ou de la vengeance satisfaisante, mais à cause de la vérité plus profonde et plus universelle qu'elle représentait. On nous apprend depuis l'enfance, surtout en tant que femme. Continuez-je. Que maintenir la paix est plus important que de garder notre dignité. Qu'être gentil est plus précieux qu'être honnête. Que le confort des autres compte plus que notre propre vérité. On nous apprend à ravaler nos mots, à arrondir les angles, à porter le poids des trahisons des autres en silence, de peur de faire une scène. Je fis une pause, pensant à ce matin dans la chambre d'hôtel où je m'étais regardée dans le miroir et avais décidé de devenir quelqu'un de nouveau. Ou plutôt, de devenir la personne que j'étais toujours censée être. Mais voici ce que j'ai appris dans les décombres d'une vie que je pensais vouloir. Quand vous choisissez la vérité plutôt que le confort. Quand vous vous choisissez vous-même plutôt que des gens qui ont choisi de vous trahir. Vous ne changez pas seulement votre propre vie. Vous ne vous réappropriez pas seulement votre propre histoire. Vous donnez la permission à tous ceux qui regardent de faire de même. Votre voix devient un cœur. Les applaudissements, quand ils sont venus, ont été chaleureux et soutenus. Ce n'était pas seulement pour moi. C'était pour l'idée. Pour la force collective dans la salle. Après mon discours, des dizaines de femmes m'ont approché. Elles ne voulaient pas parler des ragots ou des détails de l'affaire. Elles voulaient partager leurs propres histoires de choix du courage face au silence, de l'authenticité face à l'approbation. Une femme qui avait enfin quitté un mari émotionnellement abusif. Une cadre qui avait dénoncé la corruption de son entreprise. Une jeune écrivaine qui avait refusé de changer la fin controversée de son histoire pour plaire à un éditeur. Nous parlions toute la même langue. La langue de la vérité. Tard ce soir-là, je me suis assise dans ma chambre d'hôtel tranquille avec un verre de vin, parcourant les messages sur les réseaux sociaux de femmes qui avaient regardé mon discours de conférence en ligne. Leurs mots étaient des variations sur le même thème: merci de m'avoir montré que c'était possible. Merci d'avoir choisi la vérité. Merci de refuser de vous taire. Mon téléphone vibra avec un message texte. C'était de papa. J'ai vu ton discours en ligne. Ta grand-mère aurait été si fière. Je fixai le message un long moment. Une boule se formant dans ma gorge. Il parlait de la mère de mon père? Bien sûr. La femme forte et pragmatique dont j'avais porté le voile lors de mon non-mariage. La femme qui m'avait appris que la force pouvait ressembler à la grâce. Et que parfois, la chose la plus aimante que l'on puisse faire est de refuser de cautionner la cruauté de quelqu'un d'autre. J'avais appris par la vigne familiale qu'elle travaillait comme réceptionniste dans un cabinet dentaire. Que Antoine, après des mois de thérapie et une tentative ratée de créer une entreprise de conseil, vivait maintenant dans un petit appartement dans une autre région. Son nom et sa réputation irrémédiablement ternis. Leur liaison s'était effondrée sous le poids de l'exposition publique. Comme je savais qu'elle le ferait. Leur amour était né dans l'ombre. Et ils ne pouvaient survivre à la lumière. Leur punition n'était pas un événement unique et dramatique. C'était la réalité lente et écrasante de vivre chaque jour avec les choix qu'ils avaient faits. Par la fenêtre de ma chambre d'hôtel, les lumières de Paris scintillaient comme des diamants éparpillés sur du velours noir. Quelque part dans ce labyrinthe brillant de lumière se trouvaient des millions de personnes, toutes faisant des choix. Certains courageux, certains lâches, certains qui changeraient tout,
Certains qui ne changeraient rien. J'ai levé mon verre de vin dans un toast silencieux. Un toast à eux tous. Mais surtout à ceux qui se choisiraient quand le monde leur dirait de choisir le silence. Ceux qui diraient la vérité quand mentir serait plus facile. Ceux qui s'éloigneraient de belles prisons déguisées en contes de fées. À ceux qui choisissent la liberté. Murmurai-je à mon reflet dans la vitre sombre. Même quand la liberté ressemble à la solitude. J'ai fini mon vin. J'ai fermé mon ordinateur portable et je me suis préparé pour la nuit. Demain, je retournerai à ma vie. Ma vie dans mon propre appartement. Avec mon travail stimulant que j'aimais. Et mon petit balcon qui serait bientôt rempli de fleurs. Une vie que j'avais construite non pas sur les fondations chancelantes de quelqu'un d'autre, mais sur ma propre vérité inébranlable. Et si ce n'était pas ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants? C'était quelque chose d'encore mieux. C'était un commencement qui m'appartenait entièrement.